Au tribunal, mon ex a dit, elle est émotionnellement instable, elle a frappé notre fille. Son avocat a remis de fausses photos. Le juge semblait convaincu jusqu'à ce que ma fille de 9 ans se lève, brandisse sa tablette et dise « J'ai enregistré ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là ». Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Quand mon ex s'est levé au tribunal et a déclaré « Elle est émotionnellement instable, elle a frappé notre fille », je vous jure, la pièce s'est mise à tourner. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas respiré, je l'ai juste dévisagé, essayant de comprendre comment l'homme que j'avais autrefois aimé pouvait mentir ainsi sous serment. Il a regardé le juge droit dans les yeux, comme s'il annonçait la météo, calme, maître de lui, froid. Puis son avocat a remis un dossier. À l'intérieur, il y avait des photos, des ecchymoses sur le bras de ma fille. Caleb a dit que j'avais perdu le contrôle, que je l'avais blessé lors d'une sorte de crise de nerfs. Le juge a tenu les photos à deux mains. Il n'a rien dit. Il m'a juste regardé. J'ai senti mon estomac se nouer, mes mains tremblaient. J'ai essayé de parler, mais ma voix s'est étranglée dans ma gorge. Je voulais hurler, ce n'est pas vrai, je ne lui ferai jamais de mal. Mais je le voyais, le doute sur le visage du juge, et à cet instant, j'ai réalisé que je pourrais perdre ma fille pour toujours. Et puis, du fond de la salle d'audience, ma fille de 9 ans, Aria, s'est levée. Elle serrait sa tablette rose contre sa poitrine et s'est dirigée droit vers l'avant de la salle. Elle était si petite à côté de l'estrade du juge, mais sa voix n'a pas tremblé. J'ai enregistré ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, a-t-elle dit. La salle s'est figée. Tout le monde s'est tourné vers elle. Le sourire narquois de Caleb a disparu. Son avocat s'est agité, mal à l'aise. Le juge a paru surpris. Et dans ce silence, lourd, chargé, insoutenable, j'ai su que tout allait changer. Après le divorce, il n'y avait plus que Aria et moi. Nous vivions dans un modeste appartement de 3 pièces juste à l'extérieur de Tacoma. L'immeuble n'était pas luxueux, la peinture s'écaillait dans la cage d'escalier, les voisins avaient des horaires étranges, mais c'était chez nous. J'avais un petit balcon où je cultivais des plantes grasses et un courageux plant de tomates. Aria avait décoré sa chambre avec des guirlandes lumineuses et des posters de bébés animaux. Je travaillais à plein temps dans un cabinet dentaire local et prenais des gardes supplémentaires quand je le pouvais. L'argent était compté, mais j'étais fier de ce que nous construisions ensemble, une stabilité tranquille, la paix. Caleb, mon ex, n'était pas très présent après la séparation. Il avait déménagé dans un autre quartier de la ville et ne voyait Aria que le week-end. C'était son choix. La première année, il n'a même pas insisté pour passer plus de temps avec elle. Il semblait se satisfaire de la distance, honnêtement, moi aussi. Sa présence dans nos vies avait toujours ressemblé à un nuage d'orage, imprévisible, bruyant, toujours au bord de quelque chose de plus sombre. Mais ensuite, 2 ans après la finalisation du divorce, quelque chose a changé. Il est devenu agressif, exigeant. Il a commencé à se présenter à l'école d'Aria sans prévenir, à lui envoyer des SMS non-stop, à m'insulter devant elle quand elle ne réagissait pas comme il le voulait. Quand j'ai essayé de fixer des limites, il a menacé de me traîner en justice, affirmant que je montais notre fille contre lui, que je n'étais pas stable. Au début, j'ai ignoré cela. J'avais des preuves, des messages, des visites manquées, aucun antécédent de maladie mentale, aucun antécédent de violence. Je faisais tout mon possible pour protéger Aria. Je pensais que la vérité suffirait. Puis la lettre est arrivée. C'était une enveloppe épaisse avec le sceau du tribunal. Caleb demandait la garde exclusive. Je me suis assise à la table de la cuisine, tenant les papiers à 2 mains. Aria était dans sa chambre, fredonnant pour elle-même, réalisant une vidéo pour sa cousine sur sa tablette. Elle ne savait pas ce qui se passait. Je ne voulais pas qu'elle le sache, pas encore. J'ai d'abord appelé ma mère. Elle a élevé 3 enfants seule après le départ de notre père. C'est une femme forte, pragmatique, qui parle toujours en termes absolus. On va se battre, a-t-elle dit dès qu'elle a entendu les mots. Tu ne perdras pas ta fille à cause de cet homme. Puis j'ai appelé mon jeune frère, Jess. Il est en 3e année de droit et m'aide à comprendre le processus juridique quand cela ressemble à une langue étrangère. Il ne m'a rien caché. Ça pourrait mal tourner, a-t-il dit. Mais tu as un dossier solide. Reste calme et documente tout. J'ai essayé de faire exactement cela. J'ai organisé chaque capture d'écran, chaque email de l'école, chaque rapport d'incident que j'avais déposé lorsque Caleb avait perdu son sang-froid lors des remises de garde. J'ai parlé à l'enseignante et à la conseillère d'Aria. J'ai imprimé des années de registres de visite. J'ai rempli un classeur. Pourtant,
Je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Caleb n'essayait pas seulement d'obtenir plus de temps de garde, il essayait de m'effacer, de me discréditer. Il ne s'agissait pas de parentalité, il s'agissait de punition. La semaine précédant l'audience, j'ai à peine dormi. Aria m'a demandé si j'étais malade. Je lui ai dit que non, que j'étais juste occupé. Elle m'a regardé et a dit « Tu as peur ». Je ne savais pas comment répondre à cela, alors je l'ai embrassée sur le front et j'ai changé de sujet. Le matin de l'audience, j'ai habillé Aria de son cardigan jaune préféré. Elle a apporté sa tablette, comme elle le faisait toujours pour les longues attentes. Je ne savais pas comment la préparer à ce qui allait arriver. Je ne savais même pas si elle serait autorisée dans la salle d'audience. Quand nous sommes entrés dans ce palais de justice, tout semblait trop grand. Les murs étaient trop blancs, l'air trop immobile. Caleb se tenait à l'avant, à côté de son avocat, dans un costume sur mesure et avec cet air de préoccupation étudiée qu'il arborait toujours quand il avait besoin de passer pour le bon gars. Il m'a regardé droit dans les yeux et a souri, juste un peu. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il n'était pas seulement confiant, il pensait qu'il allait gagner. Il pensait qu'il avait déjà gagné. Et alors que je tenais la main de ma fille dans la mienne, j'ai prié pour que la vérité suffise, que tout ce que j'avais fait pour la protéger compte, que le tribunal voie clair dans son jeu. Mais je ne savais pas alors ce qu'il préparait, et je ne savais pas à quel point les choses allaient empirer. La salle d'audience était plus froide que ce à quoi je m'attendais. Pas physiquement, bien que la climatisation tournât à plein régime, mais dans la façon dont elle drainait la chaleur de toute chose. Pas de sourire, pas de gentillesse, juste des lignes dures, des chaises rigides et des yeux qui observaient sans émotion. J'étais assise à côté de mon avocate, Lisa Freeman, une femme vive et méthodique qui avait aidé plusieurs mères célibataires comme moi à lutter contre des demandes de garde injustes. Elle portait un blazer anthracite et gardait ses notes en parfait ordre. Je l'aimais bien parce qu'elle ne faisait pas de promesses, elle me donnait des faits. De l'autre côté de la pièce, Caleb paraissait totalement maître de lui. Sa posture était droite, sa cravate parfaitement nouée, son expression soigneusement neutre. Ce n'était pas l'homme pour lequel j'avais pleuré tard le soir ou contre lequel j'avais crié derrière des portes closes. C'était la version de lui-même qu'il voulait que le monde croie. Le juge est entré, costume gris, lunettes à monture métallique, pas de sourire. Il a jeté un coup d'œil au dossier devant lui et a hoché la tête. Commençons. L'avocat de Caleb, un homme nommé Mark Holston, a ouvert les débats comme s'il s'agissait d'un scénario qu'il avait répété des dizaines de fois. Votre honneur, nous sommes ici aujourd'hui non par rancune, mais par souci du bien-être d'un enfant. Mon client estime que Madame Bennett est émotionnellement instable et que cette instabilité a causé du tort, plus précisément un préjudice physique, à leur fille, Aria Rost. J'ai senti tout mon corps se tendre. Lisa s'est légèrement penchée vers moi. Ne réagissez pas, a-t-elle chuchoté. Pas encore. Puis il l'a dit, Madame Bennett a frappé sa fille lors d'une crise émotionnelle il y a tout juste 3 semaines. Nous avons des documents, des preuves photographiques et des témoignages pour étayer cela. Je n'ai pas pu me retenir. Ce n'est pas vrai. Le juge a levé la main pour me faire taire. Vous aurez votre tour, Madame Bennett. Holston a sorti un dossier en manille et l'a remis à l'huissier. À l'intérieur se trouvaient 4 photos, des ecchymoses, de petites marques sombres sur ce qui ressemblait au haut du bras et à l'épaule d'Aria. Les horodatages étaient récents. Mon souffle s'est coupé. Elles semblaient réelles. Le juge les a étudiées attentivement, sa mâchoire s'est légèrement contractée. Il m'a regardé pour la première fois, non avec curiosité, mais avec prudence. Lisa s'est levée. Votre honneur, nous n'avons pas eu communication préalable de ces images. Nous nous opposons à leur soumission sans authentification appropriée. Mais cela n'avait pas d'importance. Le mal était fait. Le juge a baissé les yeux. Elles seront admises, sous réserve de vérification. Je me suis tourné vers Aria. Elle était assise tranquillement derrière moi avec sa tutrice Atlitem. Elle paraissait petite dans le fauteuil surdimensionné, les jambes se balançant légèrement, sa tablette serrée contre sa poitrine. Son visage était pâle. Elle ne voulait pas me regarder. J'ai chuchoté à Lisa, je ne l'ai jamais touché. Je ne l'ai jamais frappé. Il ment. Elle a hoché la tête. Nous allons contester cela, mais il joue sur l'émotion. Nous devons être intelligentes. Caleb a été appelé à témoigner. Il s'est avancé comme un acteur chevronné montant sur scène. Votre honneur, commença-t-il, la voix basse et assurée, j'aimerais ne pas avoir à être ici. Je n'aurais jamais imaginé devoir me battre contre la femme que j'ai autrefois aimée,
mais je ne peux pas laisser Aria rester dans un foyer où elle a peur. Elle est venue chez moi en pleurant. Elle a dit que sa mère lui avait crié dessus, l'avait attrapée, puis s'était enfermée dans sa chambre pendant des heures. Je ne savais pas quoi faire, alors j'ai documenté les ecchymoses et je les ai apportés ici aujourd'hui. Il a marqué une pause, déglutissant difficilement. Je n'essaie pas d'enlever Aria pour faire du mal à Saré. Je veux juste qu'elle soit en sécurité. C'était magistral, calculé, presque convaincant. Jusqu'à ce qu'on le connaisse. Jusqu'à ce qu'on ait vécu avec la version de lui qui jetait des tasses de café quand les disputes ne tournaient pas en sa faveur, qui disparaissait pendant des jours puis revenait avec des excuses et du charme, qui se tenait dans cette salle d'audience en prétendant être un père dévoué tout en essayant de détruire la seule personne qui avait gardé leur fille en sécurité à travers tout. Mon estomac s'est retourné. Lisa a demandé une suspension de séance pour examiner les photos. On nous a accordé 10 minutes. Je suis sorti dans le couloir et me suis appuyé contre le mur frais. C'est à ce moment-là qu'Aria est venue vers moi. Elle a levé les yeux, nerveuse. « Maman, ça va ?» Je me suis penché pour croiser son regard. « Je vais bien. Et toi ?» Elle a hésité. Je ne voulais rien dire, mais je crois que je dois le faire. J'ai froncé les sourcils. « À propos de quoi ?» Elle a baissé les yeux sur sa tablette. « J'ai enregistré quelque chose la nuit où il a dit que tu m'avais fait du mal. Je ne savais pas si je devais le montrer, mais je pense que je devrais. » Elle serrait la tablette si fort, comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. À cet instant, je ne savais pas ce qu'il y avait dessus, mais je savais que quoi que ce soit, quoi qu'elle ait enregistré, ce pourrait être la seule chance qu'il nous restait de dire la vérité. Je me suis agenouillé devant Aria dans ce couloir silencieux, le faible bourdonnement des voix et des pas résonnant au loin. Ma poitrine était toujours oppressée par la salle d'audience, les photos, les mensonges, la façon dont Caleb me regardait comme s'il célébrait déjà. Je ne pouvais pas m'en défaire. Mais tout cela s'est estompé quand Aria a chuchoté. Je crois que je dois montrer au juge ce qui s'est réellement passé. Elle m'a tendu sa tablette rose. C'était celle qu'elle apportait toujours lors des longs trajets en voiture ou les jours où elle devait attendre à mon travail, couverte d'autocollants, l'étui s'effilochant sur les bords. Elle a ouvert une vidéo dans la galerie. « C'est de cette nuit-là, dit-elle, quand il est venu me déposer tard et que tu lui as dit de ne pas entrer. » J'ai fixé l'écran. Ses petits doigts planaient au-dessus du bouton de lecture. « Tu as enregistré ça ?» ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Je ne savais pas quoi faire d'autre. J'avais peur. J'ai pensé que si quelque chose arrivait, je devrais le sauvegarder. Je l'ai regardée dans les yeux. Elle ne pleurait pas, elle ne tremblait pas. Elle était sérieuse, calme, comme si elle connaissait le poids de ce qu'elle faisait. Lisa est sortie de la salle d'audience à ce moment-là et nous a remarqué. « Nous devons bientôt rentrer, dit-elle. Quelque chose s'est passé ?» Je me suis levé et lui ai fait signe de s'approcher. « Vous devez voir ça. » Aria a appuyé sur lecture. La vidéo a commencé dans sa chambre, l'angle venait de son étagère, légèrement incliné, montrant l'embrasure de la porte et une partie de son lit. La voix de Caleb était reconnaissable entre toutes, forte et en colère. Il ne criait pas, mais son ton était sec et montait à chaque mot. « Tu ne réponds pas à mes appels, Saré. Tu crois que tu peux juste m'exclure de sa vie ?» disait-il hors champ. « Je t'ai demandé de ne pas entrer. Il est presque minuit. Elle a école demain, ai-je répondu. Ma voix dans la vidéo était fatiguée mais ferme. La caméra a légèrement tremblé, Aria avait dû heurter la tablette en bougeant. Puis est venu le moment. Caleb est entré dans le champ, sa main a attrapé Aria, la tirant par le bras vers le couloir. Elle a trébuché en avant. Il ne l'a pas frappée, mais il l'a tirée assez fort pour la faire crier. « Tu viens avec moi ?» a-t-il lancé sèchement. « Non, je ne viens pas » a dit Aria à travers ses larmes. « Je veux rester avec maman. » Puis ma voix à nouveau, « Laisse-la tranquille. » La caméra n'a pas filmé mon visage, mais elle a filmé le sien. Il s'est retourné, furieux, et a lâché le bras d'Aria. Elle est retombée sur son lit. Puis la porte a claqué. La vidéo s'est terminée. Lisa est restée silencieuse. Puis elle a regardé Aria. « Comprends-tu ce que montre cette vidéo ?» Aria a hoché la tête. « Serais-tu prête à dire au juge ce qui s'est passé ?» Un autre hochement de tête. Elle s'est redressée. « Je veux qu'il sache la vérité. » Nous sommes retournés dans la salle d'audience avec cette tablette comme si c'était la preuve la plus importante au monde. Et ça l'était. Lisa a demandé à s'adresser à nouveau à la cour. Elle a demandé qu'Aria soit autorisée à parler.
Le juge a haussé un sourcil mais a accepté. Brièvement, a-t-il dit. Aria s'est avancée vers l'avant de la salle, tenant sa tablette comme un bouclier. Le juge s'est penché en avant. Elle a levé les yeux et a dit clairement, « Mon père a menti. J'ai une vidéo de ce qui s'est réellement passé. Je l'ai enregistrée cette nuit-là parce que j'avais peur. » Elle a tendu la tablette à l'huissier. Le juge a regardé la vidéo dans un silence complet. Personne ne bougeait. Caleb était assis parfaitement immobile, mais son expression a changé. Son pied a commencé à taper. Le visage de son avocat est devenu blême. Quand la vidéo s'est terminée, le juge a longuement fixé Caleb. Puis il a demandé doucement à Aria, « Est-ce que c'est ce qui s'est passé ?» Elle a hoché la tête. « Oui. Ma mère ne m'a pas fait de mal. C'est lui qui l'a fait. » Lisa s'est tournée vers moi, sa voix basse. « Vous venez de reprendre le contrôle de votre affaire. » Je n'ai pas parlé. Je ne pouvais pas. La pression dans ma poitrine, la peur que j'avais portée pendant des semaines, a commencé à se dissiper, centimètre par centimètre. J'ai regardé ma fille, ma courageuse, brillante fille, et j'ai réalisé qu'elle avait fait ce qu'aucune preuve ni aucun témoignage n'aurait pu faire. Elle avait dit la vérité. Et elle l'avait fait sans crainte. Et cela a tout changé. La salle d'audience n'était pas silencieuse, elle était stupéfaite. Après qu'Aria eut remis sa tablette et que le juge eut regardé la séquence, on pouvait sentir toute la salle basculer. Même l'air semblait plus lourd, le genre de silence qui remplit un espace après qu'une vérité frappe trop fort pour être ignorée. Le juge est resté immobile, tenant la tablette comme si elle avait un poids allant au-delà du simple plastique et du verre. Puis il a levé les yeux vers Aria, qui était retournée à sa place à côté de sa tutrice. « Merci d'avoir été honnête, » a-t-il dit. Sa voix était calme, mais son expression avait changé. Quel que soit le doute qui existait auparavant, il avait disparu. Puis il s'est tourné vers Caleb. « Monsieur Rost, veuillez vous lever. » Caleb s'est levé lentement. Il était pâle. Pour la première fois depuis le début de l'audience, il semblait incertain de lui. Le juge a continué, « Ce tribunal prend très au sérieux les allégations de maltraitance. Votre déclaration sous serment affirmait que la mère avait physiquement blessé votre fille. Vous avez fourni des photographies comme preuve. Et pourtant, la vidéo que nous venons d'examiner raconte une histoire différente. » Caleb s'est agité sur ses pieds. Son avocat s'est penché et lui a chuchoté quelque chose, mais le juge a levé la main. Pas d'interruption. Je n'ai pas fini. Lisa était assise à côté de moi, les bras croisés. Elle ne souriait pas, mais j'ai vu la tension dans ses épaules enfin se relâcher. Elle s'est penchée vers moi et a chuchoté, « Il est dans le pétrin. » Le juge a soulevé le dossier contenant les photos que Caleb avait soumises. Nous allons maintenant ouvrir une enquête sur l'origine de ces images. Si elles ont été falsifiées, soumises sous de faux prétextes ou mises en scène, il y aura des conséquences légales, parjure, fraude, possible mise en danger de mineurs. Caleb a finalement parlé. Votre honneur, cette vidéo est sortie de son contexte. Les yeux du juge se sont rétrécis. Le contexte semble clair. Vous avez saisi de force le bras de votre fille et tenté de la faire sortir de la maison contre sa volonté. L'enfant a fait savoir qu'elle ne se sentait pas en sécurité. Cela seul soulève de sérieuses préoccupations. L'avocat de Caleb a réessayé, « Votre honneur, peut-être devrions-nous demander un report pour examiner plus avant. » Non, l'interrompit fermement le juge. Ce n'est pas un débat. Vous avez porté ces accusations devant mon tribunal, présenté des preuves falsifiées et tenté de manipuler cette cour pour séparer une mère de son enfant. Ce n'est pas quelque chose que je permettrai. J'ai regardé Aria. Elle serrait ses genoux, le visage enfoui dedans. Sa tutrice lui frottait doucement le dos. Elle s'était tenue droite pendant tout cela, mais je savais qu'elle n'était encore qu'une enfant essayant d'être courageuse dans un monde qui n'aurait pas dû l'exiger. Le juge s'est retourné vers moi. Madame Bennett, sur la base des preuves présentées aujourd'hui, je rejette la requête du père pour la garde exclusive, avec effet immédiat. La garde physique et légale principale d'Aria Rosten vous est accordée. Ma gorge s'est nouée. Je n'ai pas pleuré, pas encore, mais le soulagement m'a frappé si fort que j'avais du mal à le contenir. Il a continué, « Monsieur Rost, vous serez soumis à des visites supervisées uniquement, en attendant le résultat de l'enquête. Une évaluation formelle sera ordonnée, et toute visite ultérieure dépendra des conclusions. Ce tribunal priorise le bien-être des enfants par-dessus tout, et pour l'instant, vos actions suggèrent que vous n'agissez pas dans le meilleur intérêt de votre fille. » Caleb n'a rien dit. La salle est restée silencieuse tandis que le juge terminait sa déclaration et frappait son marteau.
C'était fini. Quand je me suis tourné vers Aria, elle m'a regardé avec de grands yeux. Je me suis agenouillé devant elle et j'ai pris ses mains. Tu as été si courageuse, ai-je chuchoté. Tu as dit la vérité et cela a aidé le juge à tout voir clairement. Elle a hoché la tête mais n'a pas parlé. Ses petits doigts se sont resserrés autour des miens. Nous avons quitté le palais de justice ensemble. Dehors, le ciel était toujours gris, mais l'air semblait différent, comme si nous sortions de l'ombre. Ma mère attendait près du trottoir, faisant les 100 pas. Quand elle nous a vus, elle a couru vers nous et nous a serrés toutes les deux dans une étreinte si forte qu'elle m'a coupé le souffle. Je savais que la vérité éclaterait, a-t-elle dit. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne de cette petite tablette. Moi non plus. J'étais entré dans ce palais de justice terrifié à l'idée de perdre la personne la plus importante de ma vie. J'en suis sorti en sachant que, quoi que Caleb essaie, nous avions quelque chose de plus fort que ces mensonges. Nous avions la vérité. Et nous avions l'une l'autre. Le lendemain du procès, Aria a fait la grasse matinée pour la première fois depuis des semaines. D'habitude, elle se réveillait tôt, toujours pleine d'énergie, demandant ce qu'il y avait pour le petit déjeuner, quels dessins animés regarder ou ce que nous allions faire ce week-end. Mais ce matin-là, elle est restée blottie sous sa couverture, serrant son éléphant en peluche, sa poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme lent et régulier de sa respiration. Je l'ai laissée dormir. Je me suis assise seule dans la cuisine, mon café intact, la lumière du soleil filtrant à travers les stores. Le silence semblait différent maintenant, pas vide, mais calme, comme si la guerre dans mon corps avait enfin pris fin. Je ne m'attendais plus à ce que le téléphone sonne, je ne rafraîchissais plus mes emails en attendant le prochain avis du tribunal. Pour la première fois en 2 ans, je n'avais plus peur de ce que Caleb pourrait faire ensuite. Plus tard cet après-midi-là, Aria est venue dans la cuisine et s'est blottie sur mes genoux. Elle n'a rien dit au début, elle a juste appuyé sa tête sur mon épaule et s'est accrochée à moi. Au bout d'1 minute, elle a dit « Je ne savais pas si j'avais bien fait ». Je l'ai serrée plus fort. « Tu as fait plus que bien. Tu as dit la vérité et tu as été si forte. » Elle a levé les yeux vers moi. « Mais j'ai encore peur parfois. » J'ai hoché la tête. « C'est normal. Ce qui s'est passé n'était pas normal. Tu as le droit d'avoir peur. Mais nous sommes en sécurité maintenant. Personne ne va t'éloigner de moi. » Ce moment m'est resté, car même si je voulais claquer la porte sur ce chapitre, la guérison ne suit pas un calendrier. La décision du tribunal nous a apporté une protection, mais elle n'a pas effacé les dégâts. Elle n'a pas effacé les nuits où Aria sursautait quand quelqu'un élevait la voix, ou la façon dont je vérifiais encore les serrures 2 fois avant d'aller me coucher. Mais cela nous a donné quelque chose que nous n'avions pas eu depuis longtemps, le contrôle. J'ai commencé à emmener Aria chez une thérapeute pour enfants, une personne gentille, qui la laissait dessiner quand elle n'avait pas les mots. Au début, Aria restait silencieuse pendant les séances, mais avec le temps, elle s'est ouverte. Elle a parlé de ce qu'elle avait vu, de ce qu'elle avait ressenti et pourquoi elle avait décidé d'enregistrer cette nuit-là. Un jour, elle a dit à la thérapeute « Je ne voulais juste pas qu'il croie un mensonge ». Cette phrase est restée gravée en moi comme un feu. Elle comprenait plus de choses qu'aucun enfant ne devrait en comprendre, mais elle n'a pas laissé cela la rendre amère. Elle est restée gentille, curieuse et réfléchie. Le mal que son père a essayé de causer ne l'a pas défini. Cela a aiguisé ses instincts, mais n'a pas endurci son cœur. Quant à moi, j'ai commencé à prendre la parole dans des groupes de soutien locaux. Je ne m'étais jamais imaginé dans ce rôle, mais quand j'ai partagé ce qui s'était passé ou les mensonges au tribunal, les preuves falsifiées, le moment où ma fille s'est levée et a repris notre vérité, où j'ai vu des visages s'illuminer de reconnaissance. D'autres femmes hochaient la tête, certaines pleuraient. Une femme s'est approchée de moi après et a dit « Je pensais être la seule ». Cela a brisé quelque chose en moi. Je savais que je ne pouvais pas rester silencieuse. Caleb envoie toujours des messages. Son avocat a tenté de faire appel de la décision du tribunal, mais la preuve vidéo a rapidement clos cette porte. Il subit actuellement une évaluation de garde, et tant que celle-ci n'est pas terminée, ses visites restent supervisées. Plus de visites de nuit, plus de manipulations, plus de déformation de la vérité jusqu'à ce que je doute de ma propre mémoire. Je me réveille encore certains matins avec une oppression dans la poitrine, mais ça passe. Je me souviens que nous avons traversé cela, que ma fille s'est levée face à la peur et a dit la vérité, même quand cela signifiait aller contre son propre père. Que je me suis tenu à ses côtés, même quand personne d'autre ne me croyait. Les gens pensent que la force est bruyante, qu'il s'agit de crier, de se battre ou de se tenir droit quoi qu'il arrive. Mais la force, j'ai appris, est plus silencieuse que cela.
C'est la décision de continuer quand le monde vous traite de menteuse. C'est tenir la main de votre enfant quand votre voix tremble. C'est choisir de croire en la vérité quand les mensonges sont plus faciles à vendre. Si vous retenez quelque chose de notre histoire, que ce soit ceci, la vérité a du pouvoir. Même dans une salle d'audience qui vous est défavorable. Même quand les mensonges semblent polis et professionnels. Même quand vous êtes fatigué, en infériorité numérique et le cœur brisé. La vérité ne crie pas toujours. Parfois, elle mesure 1,20 m, tient une tablette rose à la main et dit « J'ai enregistré ce qui s'est réellement passé ». Ce moment a tout changé. Pour Aria, pour moi, et pour chaque femme à qui on a déjà dit qu'elle était trop émotive pour être crue. Nous n'étions pas faibles. Nous attendions le bon moment pour parler. Et nous l'avons fait. Si cette histoire vous a touché, même un peu, veuillez prendre un moment pour aimer la vidéo. Cela aide plus de gens à entendre des histoires comme la mienne, des histoires trop souvent réduites au silence ou ignorées. Si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a vécu, partagez cette vidéo. Vous ne savez jamais qui pourrait avoir besoin de l'entendre aujourd'hui. Je lis chaque commentaire, alors si vous avez une histoire, une question, ou si vous voulez simplement dire que vous croyez les survivants, laissez un commentaire ci-dessous. Vos mots comptent plus que vous ne le pensez. Et si vous voulez entendre d'autres histoires vraies et puissantes comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur l'icône de la cloche pour ne pas manquer la prochaine. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir écouté, et surtout, merci de croire en la vérité.